Donc jusqu'à là, cette forêt a tous les avantages. Ma foi, je vous laisserai faire la conclusion à la fin. Claude-André Montandon, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette forêt Avec plaisir. que tu gères. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Volontiers. Je m'appelle Claude-André Montandon, je suis garde forestier ici à Couvet, dans le Val de Travers depuis 1997. Donc ça fait 27 ans que j'ai la chance de travailler dans ces forêts. Je suis chef du service des forêts de la commune de Val de Travers qui regroupe en fait 9 anciens villages puisqu'il y a eu fusion. Et c'est 9 domaines forestiers, dont Couvet où nous nous trouvons ici. Peut-être du coup, deux grands mots généraux sur l'endroit où on est. Voilà. Alors ici, on est vraiment au cœur du Val de Travers. On est tout près de la frontière française avec les villages des Verrières, qui se situent pas loin de Pontarlier en France. C'est une vallée géographiquement assez intéressante parce que il y a vraiment un fond de vallée avec l'Areuse, qui est la colonne vertébrale. C'est une rivière qui prend sa source à Saint-Sulpice, qui va se jeter dans le lac de Neuchâtel. Et deux bassins versants, un exposé au sud, l'autre exposé au nord. Et puis ici, on est sur le versant nord. Et voilà, dans une ambiance bien humide, bien fraîche, comme la forêt l'apprécie. D'accord. Donc côté Suisse, on est bien en Suisse. Et donc cette forêt elle a une particularité, c'est que c'est une forêt jardinée. Absolument. C'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Alors je crois que c'est important pour comprendre la forêt qu'on a aujourd'hui sous nos yeux, de savoir d'où elle vient, cette forêt. Parce qu'en fait, elle a l'impression d'avoir toujours été là, d'être immuable, mais il y a une dynamique extrêmement importante. On va aborder ce sujet parce que c'est vraiment très très important. Il y a un renouvellement des arbres, un renouvellement de la quantité du bois qui est très très forte. Ça veut dire qu'elle n'a pas toujours été comme ça, cette forêt. Avant 1869, la forêt était gérée, entre guillemets, par les autorités communales. C'est-à-dire qu'ils venaient chercher du bois en fonction des besoins. On fait un toit, on fait une charpente, on a besoin de gros bois, on prend du gros. On a besoin de lattes, de planches, on prend du plus petit, etc. Donc c'était vraiment un prélèvement, on va dire, anarchique des bois de cette forêt. Est arrivé ensuite un ingénieur forestier issu des méthodes allemandes. Et les méthodes allemandes, à l'époque, ils pratiquaient la coupe rase. La coupe rase par secteur, par carré. Alors il disait, cette année, on va prendre un carré depuis l'angle du chemin jusque là. L'année suivante, le carré suivant, etc. Comme ça sur 100 ans. Et derrière, il replante. Et puis le but, c'était de mettre de l'ordre dans les exploitations par rapport à un système anarchique qu'on avait avant. On avait un système structuré. Mais évidemment, aujourd'hui, on connaît l'écosystème et on connaît la pauvreté de la coupe rase. Donc, heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et la deuxième date très importante, c'est 1881. Et c'est l'arrivée d'un célèbre sylviculteur, Henri Biolay, qui, à 23 ans, a demandé aux autorités de mettre en place la forêt jardinée. Et il a eu carte blanche. Donc, ce jeune sylviculteur de 23 ans, en 1881, il faut juste imaginer l'époque, il n'y avait pas de voiture, il y avait le train, il y avait le franco-suisse qui venait d'être inauguré. Et puis, on se déplaçait à pied, en calèche, etc. Et puis, il a mis en place cette forêt jardinée, qui avait été imaginée par un Français, Gurnot, à l'époque, mais qui, lui, n'avait pas eu la possibilité de mettre en place ce système. Et depuis 1881, on travaille presque selon les mêmes méthodes. Les principes de base n'ont pas changé. On a quelques petites adaptations, mais vraiment très peu de choses. Donc au départ, c'était expérimental et ça a marché, donc ça a duré. Exactement. Ça a duré 130 ans. Voilà. Aujourd'hui, 130 ans, donc c'est la plus vieille forêt jardinée d'Europe. Oui, absolument. Ça fait même 145 ans maintenant, on est en 2024, donc c'est la plus vieille futée jardinée. Ça a été mis en place ici. Quelques essais ont été faits ailleurs, et on a des visiteurs du monde entier parce qu'elle est connue dans le monde entier au niveau de la littérature forestière. Et les forestiers aimeraient mettre en place ce système à différents endroits du monde. Et si on peut pas appliquer strictement la forêt jardinée, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on peut appliquer de la forêt irrégulière, étagée, mélangée. Ça, on peut le faire partout et c'est extrêmement important, c'est la clé pour qu'une forêt résiste
de tout temps et surtout résiste maintenant avec les problèmes des aléas climatiques. Donc peut-être juste le principe de cette forêt jardinée, c'est de trouver sur la plus petite surface possible les 4 essences principales qui composent cette forêt jardinée, c'est le sapin blanc, l'épicéa, le hêtre et l'érable, sycomore. Et c'est de trouver un mélange intime entre voilà, des arbres qui sont bicentenaires, des arbres moyens, des arbres petits. Comme on voit très bien ici, exactement comme vous avez l'image là sous les yeux. C'est vraiment cette forêt famille dont la structure est artificielle puisque c'est nous qui donnons la forme de cette forêt, mais elle donne une allure très naturelle avec la biomasse qu'on trouve à tous les étages. Et puis une dynamique qui est accueillante pour le public, qui est accueillante pour la faune, qui est des abris pour le gibier. C'est vraiment un écosystème extrêmement riche et complet. Et il y a quand même une exploitation de cette forêt, donc on arrive à valoriser du bois. Donc ça, c'est super intéressant parce que de toute façon, du bois, on en a besoin. C'est un matériau d'avenir et durable si il est bien exploité. C'est ça. Donc ici, on arrive à sortir une ressource en bois aussi. C'est une ressource extrêmement importante. Donc en fait, Biolay, c'est un sylviculteur, donc et gestionnaire. Donc il avait envie d'avoir une forêt qui soit saine, stable, mais très productive en bois. Donc on applique ce qu'on appelle ici le rendement soutenu, c'est-à-dire que cette forêt, elle produit. Là aujourd'hui, on est au mois de juin, il fait doux, il y a de l'humidité. La forêt, elle pousse. Si on se concentre, on entend presque pousser. Donc elle pousse, elle produit du bois. Et cette production de bois, nous, les gestionnaires, on l'exploite. Ça veut dire qu'on prélève l'accroissement. Il y a un matériel sur pied de base, c'est le capital, et qui produit chaque année une certaine quantité de bois. Et tous les 8 à 9 ans, on vient dans chaque parcelle faire un prélèvement de cet accroissement. Et l'accroissement, ici, on est dans des stations où la forêt produit, pour se donner une idée, on est à entre 13 et 15 mètres cubes par hectare par année de production. Et donc, tous les 8 ans, on peut prélever sur chaque hectare environ 100 mètres cubes. Donc ça, par rapport à ce qui peut être fait dans d'autres méthodes, est-ce que c'est un bon, en mètres cubes, c'est un bon rendement? Alors, c'est un bon rendement. Alors, c'est évidemment pas toutes les stations qui ont ce rendement-là. On navigue plutôt entre 8 et 15 mètres cubes pour les meilleures stations. Par hectare, ouais. Par hectare, toujours. Et ça dépend si on est sur le droit, par exemple, en face. C'est des sols un peu plus superficiels. Il fait plus chaud, la production est un tout petit peu plus faible. Mais par contre, on a une diversité d'essences qui est un petit peu plus grande. Et puis des qualités de bois qui sont aussi extrêmement intéressantes. Donc le but, c'est de produire du bois de qualité. Produire du bois, toutes les forêts produisent du bois. Si on fait rien, elles produisent du bois. Et puis on oriente notre acte sylvicole sur la qualité. Et ce magnifique sapin que vous avez derrière nous, effectivement, il a entre 15 et 20 mètres de qualité menuiserie. Donc le gros du volume, c'est de la qualité charpente pour travailler sur les toits, les toits de maison, etc. Et puis la qualité menuiserie, c'est pour faire des pièces très petites de qualité. Donc il faut une fibre droite, il faut pas de nœud, donc pas de branche. Vous voyez qu'il y a absolument pas de branche dans la première partie. Et ça, c'est une plus-value lorsqu'on vend le bois. Et c'est aussi une plus-value pour nos acheteurs qui pourront utiliser d'autres produits derrière. Et il a quel âge ce sapin? Ce sapin, il avoisine les 200 ans. 200 ans, super. 200 donc, ans. Vous avez un cycle où c'est tous les 8 ans qu'il y a potentiellement récolte. Donc comment ça marche exactement, ça, ce cycle? Alors en fait, le domaine forestier de Couvet, on le fragmente en divisions forestières. On a, disons, une quarantaine de divisions. C'est des parcelles qui font entre 3, 4, 5 et 8 hectares. Et puis, on a un plan de gestion qui nous dit, pendant les 15-20 prochaines années, quelle division on va passer, on va prélever. Et puis, on sait que l'exercice forestier, pour nous, il commence le 1er septembre, parce qu'on travaille avec les saisons et pas l'année civile. Donc, au 1er septembre, on sera forestièrement en 2025. Et puis, on sait que cet exercice forestier, à Couvet, on a 4 divisions à prélever. L'année suivante, ça sera 4 autres, etc. Et puis, sur les 8 ans, on aura couvert l'entier de la surface. Puis après, on repart à zéro et on continue d'exploiter nos forêts selon ce système. Donc, on a une organisation assez fine
dans les prélèvements, dans les tournus, les rotations, ce qui permet de ne pas oublier un coin de forêt et puis d'avoir un système qui soit organisé finalement. Et ce prélèvement, il est très très doux, donc c'est pas comme par rapport au modèle de la coupe rase justement que tu expliquais au départ où on arrive, on va faire un nettoyage complet. C'est là on le voyait à l'entrée de la forêt, on pourra peut-être en revoir tout à l'heure des souches par endroits, mais vraiment éparpillées un peu partout en forêt. Donc vous venez chercher l'arbre qui est mûr. Et comment vous y prenez du coup? Vous allez chercher comment vous coupez les arbres, comment vous tirez. Alors il y a d'abord l'opération du martelage. Ouais. Donc l'opération qui consiste à désigner les arbres qu'on va prendre pour la prochaine coupe. Donc on commence à marcher à un bout de la division, on se déplace horizontalement, on observe le peuplement, on voit s'il y a des problèmes sanitaires, on voit s'il y a des zones où le bois est très serré puis il faudrait faire une sélection, on voit s'il y a des très gros bois qui permettraient de faire une récolte. Donc il y a différents critères qui nous disent tiens, on va prendre celui-là, puis pas celui-là. Celui-là, il est beau, mais il est encore pas assez gros, on va le laisser pousser. Il y a des arbres qui sont ce qu'on appelle les candidats. Il y en a d'autres qui sont autour, c'est les accompagnants qui accompagnent ce candidat pour avoir la qualité la meilleure possible. Et puis, on veille aussi à ce qui est toujours au sol, quand même, du rajeunissement. Mais le rajeunissement, sitôt qu'on ouvre et on fait des puits de lumière, le rajeunissement, il se décrète, il vient tout seul, en fait. C'est un semi-naturel, on ne plante rien. On ne plante rien du tout. Non, on ne plante strictement rien du tout, c'est uniquement ce que les porte-graines nous donnent. Voilà. Et puis une fois qu'on a désigné ces arbres, donc effectivement ça fait un prélèvement diffus, le bûcheron, les équipes forestières, ici on a une équipe forestière communale, plus des entreprises privées, donc ils partagent un peu le volume de travail parce qu'on a un gros volume de bois prélevé annuellement. Alors ils viennent, ils font les abattages. Alors la difficulté, c'est de trouver un couloir de chute pour descendre ces arbres, étant donné qu'ils font une 50aine de mètres de haut. Donc il faut coucher ces arbres sans qu'ils se cassent et sans casser les autres arbres. Donc ça demande une finesse du travail du bûcheron qui est assez importante. Et puis après, on a un tracteur de débardage. C'est des tracteurs avec câble et la grue. Et puis, soit on croche si le bois est trop loin, on croche le câble et il le tire au chemin ici. Et puis, s'il peut, il prend directement avec sa grue et puis il vient l'empiler. Comme par exemple ici, on fait des tas quand on fait la coupe. On voit ici un tas. Et puis, une fois que ce bois est mis ce qu'on appelle à port de camion, moi je contacte un acheteur. Et puis je dis, écoute, voilà, j'ai un lot pour toi. Est-ce que tu peux venir regarder? Il vient sur place, je sors ma liste de cubage, on a des volumes, des quantités, des qualités, etc. Et puis il regarde, moi je me fais une idée du prix, il se fait une idée du prix, puis on discute, on marchande, et puis on vend. Donc il est vendu après la coupe. Voilà. Donc c'est vraiment, faut s'imaginer que la dynamique forestière, elle est très grande. C'est un peu une certaine forme d'opposition, parce que la forêt jardinée, on pourrait s'imaginer qu'on jardine, puis qu'on fait les choses très finement. Alors on fait les choses finement, mais quand même avec des bois qui font entre 1 et 10 tonnes. Et puis la dynamique forestière de l'accroissement, la croissance qu'il y a est très très forte. Le Val de Travers, c'est 6000 hectares de forêt, publique, privée. La forêt, ces 6000 hectares, produisent 50 000 mètres cubes de bois par année. Et toutes les années, on peut prélever 50 000 mètres cubes. Donc c'est ça aussi une différence avec un modèle où on récolterait tout en même temps, c'est qu'il y aurait des trous dans le système au niveau financièrement, alors que vous avez un revenu constant. C'est ça. Ça, c'est aussi intéressant. C'est ça. Alors ça, c'est une grande force de la forêt jardinée. C'est un revenu constant, c'est un peuplement constant, une structure qui ne change pas, et puis un prélèvement régulier. Ça veut dire que, en fonction de ce qu'on a calculé, ce que la forêt produit, ce qu'on peut prélever, tous les 33 ans, c'est comme si on faisait une coupe rase sur l'entier du Val de Travers. C'est simplement que sur 33 ans, le renouvellement du capital de base, il se fait intégralement. C'est fait, ok. Alors que sur une forêt classique, c'est pas en 33 ans que la forêt est mûre. Non. Donc, d'accord. Alors, c'est vrai que dans certaines plantations, mais que j'appellerais plutôt de la liniculture, on plante du Douglas, 25 ans après, il pousse très vite, on vient le récolter, on ressème. C'est une autre technique. Pour moi, on parle pas de forêt parce qu'on n'a pas d'écosystème, on n'a pas le temps d'avoir un écosystème. Ici, l'écosystème forêt, qui est l'écosystème le plus complexe au monde, il est constant. Il est permanent, il bouge pas.
Donc les coupes rases, je pense qu'au niveau des investissements, on s'y retrouve pas parce que ça demande de la plantation. Les plantations, faut les suivre. Il faut pas qu'elles se fassent envahir par de la ronce ou d'autres choses. Et puis finalement, vous faites une récolte tous les 30 ans peut-être, ça dépend de la période de révolution, mais dans des bois qui sont petits. Et puis ici, on a, comme vous le voyez, beaucoup de gros bois. Ouais. Et puis ces gros bois, un arbre, c'est à partir de 50 cm de diamètre qui produit une très grande quantité de bois. Et la production, en fonction de son diamètre, elle est exponentielle. On a un exemple à côté du sapin président, on ira lui dire bonjour tout à l'heure. C'est phénoménal. Un arbre qui a été coupé à 220 ans, à 110 ans, il faisait 2 mètres cubes et demi. Ouais. Et à 220 ans, donc le double, la deuxième partie de sa vie, quand ils l'ont coupé, il faisait 25 mètres cubes. Ah. Donc il a produit 1/10 de son volume en 110 ans et 9/10 de son volume dans la deuxième moitié de sa vie. Ok, donc on perd ça si jamais on récolte trop tôt aussi C'est la ça. forêt. C'est ça. Quand on dit le diamètre d'exploitabilité, c'est 40 cm de diamètre ou 30 cm de diamètre, ça c'est les discours de l'industrie, enfin c'était les discours de l'industrie du bois, D'accord. parce que ils ont des scieries qui scient des kilomètres de bois. La qualité, c'est égal, ici de la masse. Et puis ils ont pas besoin de gros bois, ils ont pas besoin de qualité, c'est de la charpente, et puis il faut scier 1000 mètres cubes par jour ou 2000, et puis il faut vraiment brasser. Et il faut des arbres calibrés aussi sur un certain diamètre pour entrer dans les machines. Voilà. Mais ici, pour le propriétaire, quand on parle de rendement financier, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quand même des bois qui sont entre 50 cm de diamètre et 90 ou 1 mètre, parce que c'est justement là qu'on a la production de bois. D'accord, donc jusqu'à là, cette forêt a tous les avantages. Ma foi, je vous laisserai faire la conclusion à la fin. Et puis, finalement, ce qui est intéressant avec ce système, c'est que nous, quand on parle d'entretien de la forêt, c'est couper des arbres. Quand on coupe cet accroissement, eh ben, toutes les autres fonctions qui sont extrêmement importantes de la forêt pour la collectivité, eh ben, elles se font automatiquement. La fonction de protection, par exemple, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, des sols, il n'y a pas d'engrais. On met jamais d'engrais, on plante pas. Je veux dire, c'est un système naturel extraordinaire. Et puis la fonction, justement, de protection contre les chutes de pierre, les inondations, les glissements de terrain, l'ancrage, il est en permanence. Si vous faites une coupe rase dans des pentes, le danger, on le voit dans certaines parties du monde, eh bien, ça risque d'avoir des glissements de terrain ou des inondations. On a connu ça en Suisse aussi, hein. Dans les années entre 1880 et 1900, on a surexploité les forêts. Il y a eu des problèmes d'inondation, il y a eu des problèmes de glissement de terrain. Et la Confédération a mandaté un groupe d'experts pour savoir quelles étaient les causes de ces catastrophes. Et puis on a découvert que c'est parce qu'on déforestait trop. Donc il y a eu une prise de conscience. Et puis on a dit il faut planter. Mais on prélevait du bois parce que on faisait du charbon de bois, on consommait du bois pour se chauffer, du bois dans l'industrie. Et puis on a un petit peu trop tiré sur la corde. Est-ce que votre modèle il est envié maintenant, en plus loin que le canton, en Suisse ou même à l'international, du coup? Tu disais oui. Ouais. Alors effectivement, c'est vrai que pour convertir une forêt standard, ça dépend de son état, en une forêt jardinée, il faut de la patience, il faut un certain temps. Et puis parfois, des collègues forestiers disent ouais, mais on n'a pas le temps, on a envie de voir qu'il se passe quelque chose. Une carrière de forestier, c'est 40 ans. En 40 ans, on voit de la transformation, mais on n'arrive pas forcément à l'objectif. D'accord. Donc il faut du temps. Donc localement ou en Suisse, c'est pas forcément là qu'on a les gens les plus convaincus, mais il se fait beaucoup de modèles différents. Donc on parlait de forêt irrégulière. C'est vraiment ça le maître mot, je dirais. Voilà. Par contre, cette forêt jardinée, effectivement, elle est visitée par des gens du monde entier parce que Henri Biolay, il a écrit beaucoup. Et il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle L'œuvre à Biolay, qui a été traduite en 38 langues. Et on trouve ce livre qui explique vraiment dans tout le détail cette technique sylvicole. Et puis ce qui fait que les gens du monde entier ont envie de voir le modèle de leurs propres yeux. Les Mexicains qui sont venus d'une université du Mexique il y a 7-8 ans, il m'a dit ça fait 35 ans que j'attends de voir cette forêt. Il pleurait quand il était ici. Et ils ont envie, ils nous disaient mais venez chez nous, on vous laisse 600 hectares, vous mettez en place ce modèle.
Donc il y a vraiment on ressent ce besoin, ils ont envie d'avoir ça. Donc moi, effectivement, je dis toujours, il faut pas avoir peur, faut se lancer. Quand on parle de patience, oui, il faut de la patience. Mais une forêt qui se transforme, au bout de 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, on voit déjà beaucoup de transformations. Et c'est cette satisfaction-là qu'on peut avoir. Moi, ça fait que 25 ans, 7 ans que je suis ici. Et puis, j'ai vu des parties de forêt qui se sont déjà beaucoup transformées. Donc, même si on n'atteint pas un objectif final de forêt jardinée, on voit déjà des transformations qui sont très gratifiantes et très intéressantes. Ouais. Donc, tu le dis bien aussi, c'est pas forcément viser partout un modèle comme ça, mais viser la futée irrégulière. Oui. Donc, la futée irrégulière, en grosso modo, c'est quoi les principes? Alors, la futée irrégulière, c'est d'avoir le plus d'essence possible dans la diversité dans sa composition et puis la diversité dans l'étagement. Donc, il faut vraiment trouver des essences, mais partout on peut trouver des essences en station, une fois qu'on connaît la station, et puis travailler avec ce que la nature nous donne. Alors, on peut aussi planter quelques essences pour, pourquoi pas, faire des essais et puis accompagner, mais en général, la nature est généreuse. Et je dirais, les forêts du bas du canton, sur le littoral neuchâtelois, eh bien, on trouve 20 essences feuillues différentes. Et puis après, on travaille avec ce qu'on veut, on organise les interventions sylvicoles en fonction des objectifs qu'on veut. Et puis, on arrive à travailler d'une manière extrêmement intéressante, avec un étagement et un mélange. Voilà, étagement aussi, donc tous les arbres n'ont pas le même âge. C'est ça. Il faut vraiment viser un étagement et un mélange. Alors, certaines régénérations d'arbres, comme le chêne, par exemple, c'est difficile parce qu'il faut une mise en lumière qui est très forte. Alors, mise en lumière sur 2 hectares, mais ça ne veut pas dire qu'on peut avoir dans notre futur futée de chêne des essences d'accompagnement comme du charme ou d'autres essences qui accompagnent. Et ça donne cette structure et ça donne ce mélange. Donc ça, on peut le faire partout. La forêt jardinée, il faut quand même savoir qu'elle est propre à cette station ici. Voilà, c'est le nom de la méthode du forestier qui l'a écrit. C'est ça. Et puis ici, on est à 750 mètres d'altitude. On a une pluviométrie avant les problèmes de réchauffement qui était extrêmement régulière. Donc il faut de l'eau. Il faut des essences qui supportent l'ombrage dans le jeûnage, ce qui n'est pas le cas de toutes les essences. Le mélèze, le chêne, le pin sylvestre, il faut de la lumière. Ici, le sapin, l'épicéa, à couvert, il reste. Sitôt que vous le mettez en lumière, il va sortir, il va exploser. Donc il y a quand même des conditions propre à la forêt jardinée qu'on peut pas forcément exporter partout. Mais on peut faire de la forêt irrégulière. Avec ses grands principes. C'est ça. On peut s'en inspirer partout. Ça, c'est important. Là, vous voyez justement ces images où on a pas mal de feuillus. On essaye d'augmenter un peu le taux de feuillus. Vous avez des érables au milieu. Là, ce grain qui s'étale un peu, c'est un orme. Alors, on essaye de les garder, les ormes, parce qu'ils ont une maladie dans les années 70 à 90. Ils ont tous été décimés. Et puis, on est bien content qu'ils reviennent. Alors, je vous parlais des 4 essences principales, mais évidemment, quand on trouve un orme, un tilleul, un cerisier sauvage, ou des choses comme ça, on est très intéressé d'augmenter cette diversité pour renforcer justement le peuplement. Ouais. Parce que qu'est-ce que ça apporte, cette diversité, pour le peuplement en général? Alors, ça le renforce lorsqu'on a des maladies. Maintenant, on subit alors complètement les attaques de Bostridge. Mais qui sont la conséquence de périodes caniculaires, donc augmentation de la température pendant l'été et diminution des précipitations. Et ces 2 facteurs cumulés font que vous stressez complètement les arbres, spécialement l'épicéa qui peut pas aller puiser très profond dans le sol. Et puis une fois qu'il est trop stressé, il est à un point de bascule. Le Bostridge, il est au coin du bois et puis crac. Il s'attaque aux épicéas et puis là, on récolte des milliers et des milliers de mètres cubes d'épicéas. D'accord. Est-ce que c'est la même chose que le scolite? C'est le scolite. D'accord, c'est le nom local. Oui, le nom Bostridge typographe, en fait, c'est scolite, c'est le nom général. Ah, c'est la sous-espèce. Voilà. Et puis Bostridge typographe, les Bostridge, il y en a 120 sortes en Suisse. Le Bostridge typographe, il va spécialement dans l'épicéa et c'est surtout celui-là qui nous pose des problèmes. Ouais, on en a vu sur la route en venant, donc sur les flancs de montagne, on voit des arbres qui sèchent. On voit des arbres qui sèchent au fur et à mesure. Et on a pu en filmer aussi plutôt dans le Jura français. Ah ouais. Il y a des zones. Et donc ça, vous avez. Alors comment ça se passe? Alors vous avez le fait que ce soit diversifié, vous avez une résistance vis-à-vis d'eux. C'est ça. Alors on voit très bien. On savait que cette forêt jardinière, elle est plus résistante que les autres.
Voilà, c'est la théorie, mais ce qui se vérifie avec la pratique. Et puis aujourd'hui, qu'on a des gros problèmes avec l'épicéa, mais dans les zones où on a davantage d'épicéa, c'est problématique. Et sitôt vous arrivez dans des zones où la forêt jardinée est bien en place, eh bien cette épidémie, elle s'arrête au mètre près. C'est impressionnant. Alors vous constatez ici qu'on a beaucoup de sapins blancs, donc il y a un type de bostриche, le curvidenté, qui vient sur le sapin. On n'a pas trop de problèmes avec ça, heureusement. Parce qu'en plus, en fonction des différents types de scolytes, eh ben, ils vont pas tous attaquer les mêmes espèces. C'est ça. Donc, c'est une barrière naturelle si vous avez une succession d'espèces les unes après les autres, d'espèces d'arbres. Voilà. Et peut-être 2 mots sur le scolyte. Du coup, le scolyte, c'est un petit coléoptère qui va venir dans l'écorce, il va pondre dans l'écorce et les larves vont manger le cambium, là, qui est autour, la partie vivante de l'arbre dans le tronc. Et ben, ça peut tuer un arbre en combien de temps? 3 semaines. Voilà. Et c'est très invasif. C'est très invasif, ouais. Donc l'année passée, l'attaque était extrêmement forte. On avait des épicéas qui étaient verts comme des poros. On se dit, mais tiens, il est en pleine santé. Quand on s'approche, on voit des petits tas de sciures dans l'écorce. Et puis 15 jours plus tard, il a plus d'aiguilles. L'attaque était très très forte. Elle est encore forte cette année, mais heureusement, on a une année, enfin pour nous forestiers, on est contents, hein, humide et fraîche. Et puis ça renforce en fait les arbres parce ils sont alimentés régulièrement. Ils sont plus forts que l'année passée. Et puis on verra bien cet été s'il y a une canicule. Mais même s'il y a une canicule, on arrive au mois de juin avec des conditions de croissance qui sont vraiment idéales pour la forêt. Donc ils ont pu se renforcer un peu plus. Donc on a toujours le problème de l'épidémie de bostриche qui est bien présente, un peu moins forte que l'année passée. Et puis gentiment, on espère que ça va se régulariser. Le problème de l'épicéa, c'est qu'on sait quand même que dans les épicéas amputés, d'ici une dizaine d'années, je pense qu'il n'y en aura plus. Dans le plateau, c'est le plateau suisse, c'est peut-être 5 ans, 10 ans maximum. D'accord. L'attaque est trop forte. L'attaque est trop forte. En fait, le chaud, ce chaud à répétition, chaque année, on va des records de température. Et puis, le manque d'eau pendant la période de végétation, c'est vraiment ça qui est catastrophique. Voilà, donc changement climatique, manque d'eau. Ouais. Ça pardonne pas. Alors on prend une pratique peu adaptée. Ouais, c'est ça. Alors par rapport à ce phénomène, donc si on prend la monoculture d'épicéa qui est la plus fragile en termes de risque d'attaque de bostриche ou d'attaque de scolyte, et puis vous prenez une forêt jardinée ou une forêt mélangée, et si vous avez 10 essences différentes dans votre forêt, vous aurez quelques épicéas qui vont se faire attaquer. Mais après, vous avez toujours une forêt. Donc, soit vous les prélevez et puis vous essayez de vendre ce bois, soit vous les laissez sur pied pour faire leur cycle complet en termes de biologique. Mais vous avez toujours une forêt. Parce qu'il y en a de temps en temps un à gauche, à droite qui y passe, mais votre forêt, elle est là. Donc ça, c'est la clé de la réussite pour l'avenir, quoi. Quand vous observez, vous, une attaque, c'est quoi votre réaction? Même en forêt jardinière, c'est couper en préventif? Alors, on peut pas faire du préventif. C'est-à-dire que on surveille nos peuplements, mais bon, faut s'imaginer qu'on a des surfaces tellement grandes qu'on a de la peine à être partout au bon moment. Et puis, si on voit des arbres qui sont dépérissants, où la couronne est plutôt clairsemée, vous voyez par exemple l'épicéa de droite, il est bien fourni. On voit, il est riche en aiguilles. Il a, on va dire le 95% de sa masse foliaire, alors que l'épicéa de gauche, il a peut-être 80%. Mais il n'y a pas de risque pour l'instant. Il a suffisamment de masse, d'aiguilles, mais il faut le contrôler. Mais on va pas le couper pour autant à titre préventif, parce que typiquement pour nous, c'est pas un arbre qui est mûr, parce qu'on a une très belle qualité, puis cette qualité, on va laisser monter, quoi. Ok. Mais autrement, une fois qu'on voit que l'attaque est déclarée, on essaye de prélever le bois pour sauver les bites-pieds qui sont encore belles et pas trop attaquées. Et sitôt que le bois est attaqué, il vient bleu sur les côtés. Et puis le gros problème, c'est que c'est pas reconnu pour l'utilisation dans la construction, ou en tout cas pas la même utilisation. Et vous passez, le prix diminue par 2, quoi. Donc c'est une perte financière pour le propriétaire, qui est assez importante. Et puis à grande échelle, c'est un problème parce que vous avez plus de forêt, quoi. Sur 1, 2, 3, 10 hectares, vous avez plus de forêt. Et là, en général, on a toujours du sous-bois. Il y a du hêtre, il y a différentes choses. Et puis il y a une forêt qui est en devenir.
Simplement que pendant 60 ans, vous n'aurez plus de production. C'est un Là, énorme trou. C'est ça. Ça fait un trou de production. C'est un des gros problèmes. Mes collègues du Jura, dans le Jura suisse, ils ont beaucoup de forêts de hêtres. Et puis, ils sont beaucoup plus bas en altitude qu'ici. Ils ont beaucoup moins de précipitations. Et puis, ils ont une température qui dépasse de temps en temps les 40 degrés. Donc, ces facteurs cumulés font que les arbres, ils ont vraiment le point de bascule. Et puis, ils n'arrivent pas à s'en remettre, ils sèchent. Et puis, vous avez des forêts, mais entières de hêtres qui sont secs. C'est impressionnant. Le hêtre est attaqué aussi par Bostich. Non, là, c'est simplement, il sèche. Enfin, il y a des bostриches qui peuvent s'attaquer aux hêtres. Mais c'est vraiment le manque d'eau. Il est trop stressé, 1 année, 2 ans, 3 ans, et après, il lutte plus, c'est fini, il n'arrive pas, quoi. Donc, pour l'avenir, tu vois un changement dans le type d'essence qu'on pourrait retrouver en forêt. Oui. Le principe de base, c'est justement d'essayer d'augmenter cette diversité. Alors ici, je dirais que dans la forêt jardinée, on est encore préservé. Alors, pendant combien de temps on va pouvoir garder ce type de forêt? Ça dépend finalement de la vitesse de l'avancée du réchauffement climatique. C'est ça. Si on prend 1 degré par année en exagérant, ben, je veux dire, dans 10 ans, on aura des problèmes avec toutes les essences. C'est pas possible. Mais si on arrive un peu à freiner ces phénomènes et que de temps en temps, on a une année humide, comme cette année, je pense on a du sursis encore quand même pour quelques années, quoi. Ouais. Pour un modèle solide comme celui-là, quoi. Voilà. Là, à ma connaissance, c'est le modèle le plus solide. Après, il y a aussi des recherches qui se font sur des types d'essences que je connais même pas, qui sont très résistantes au réchauffement climatique. Aller chercher ailleurs des espèces pour les implanter ici. Il y a des tests qui sont faits par la Confédération, des zones tests. Et puis apparemment, il y a des choses qui fonctionnent. Après, on sait que le chêne, il fonctionne, il résiste bien à la chaleur. Alors ici, on n'est pas tout à fait dans l'altitude du chêne, mais on commence d'en voir de temps en temps un ou l'autre en forêt, de manière spontanée. D'accord. Alors que c'était pas habituel. Non, parce qu'on est à peine trop haut pour le chêne. Trop haut, ça veut dire à peine trop frais au niveau température. Mais maintenant, si c'est 1 ou 2 degrés supplémentaires, ben ça suffit peut-être à ce qu'il s'installe. On a très clairement, donc je sais pas si vous connaissez, mais on a des modélisations des forêts. En fait, toutes les forêts correspondent à une association végétale. Le canton de Châtel a été cartographié dans les années 60, où ici on sait qu'on est dans la hêtraie à sapin, parce que les conditions sont favorables à ça. Vous avez des érables et des chênes, des frênes, etc. Et le canton, c'est vraiment une mosaïque d'associations végétales extrêmement différentes. On en a plus d'une trentaine. Et puis, ces étages, eh ben, on se rend compte qu'ils se déplacent. Avec ce réchauffement, les forêts qu'on a sur le littoral, elles sont en train de venir ici, à nos altitudes. Et cette forêt qu'on a ici, elle est en train de prendre la place de la pessière d'altitude de 900 à 1200 mètres. Donc, il y a un décalage des étages de forêt. Ouais. Après, il y a un autre risque, c'est que le changement climatique, c'est pas qu'un réchauffement continu, c'est des événements climatiques justement déréglés. Donc, peut-être une année très chaude, une année très sèche, une année froide, une année humide comme celle-là. Donc, c'est un stress permanent pour les forêts. Ça pourra pas être une simple montée en altitude des forêts pour les protéger. Non. On pourrait y croire trop facilement. Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. Alors, il y a ce phénomène de déplacement des essences en fonction de conditions nouvelles du lieu. Mais effectivement, que les stress répétés des dérèglements, c'est ça qui met à mal les forêts, puis qui risque de faire disparaître certaines forêts. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la composition va changer, la forme va changer. Est-ce qu'on arrivera toujours à avoir des gros bois qui demandent aujourd'hui beaucoup d'eau pour alimenter ces arbres qui ont une énorme couronne? Il faut des centaines de litres d'eau. S'il y a moins de précipitations à l'avenir, est-ce qu'on devra travailler avec des arbres plus petits, qui sont moins exigeants? Voilà, ça fait partie des questionnements. On a des scénarios qu'on envisage,
On a des applications qui nous disent, ben tiens, dans tel lieu, en fonction du réchauffement, on vous conseille de travailler avec telle ou telle essence. Donc il y a vraiment des choses qui sont déjà bien faites aujourd'hui, mais ça reste des modélisations. Oui, on a les mêmes expérimentations en France aussi. C'est vrai. Ouais. Et là, vous voyez, on vient de faire une coupe. Donc, je vous parlais des coupes de bois qu'on fait. La division 1/14 qu'on a ici en dessous du chemin, on a fait la coupe l'hiver passé. Alors, ça fait un moment qu'on se promène par là. Ouais. Je vous laisse apprécier le peuplement. Ben, on voit qu'il y a peut-être quelques trouées, mais on voit pas qu'on a fait une coupe. Et ces bois-là, ils viennent de là. Incroyable. Donc là, on les voit, ils ont été récoltés juste là et en bas. Et c'est vrai que si on s'approche ici, on va peut-être voir une souche ou l'autre. Si on cherche bien. Donc là, la forêt, même pour les habitants de la forêt, donc c'est quelque chose de très doux. Ouais. Tout à fait. Pour la biodiversité. La structure est identique. Vous voyez ce magnifique puits de lumière avec un cône de rajeunissement. Le candidat qui a déjà choisi sa place au milieu, les autres qui vont l'accompagner. On peut deviner le film, le scénario qui va se dérouler. Donc le candidat, c'est lequel? C'est le premier ici? Alors on a le sapin qui est très joli ici. Je pense que c'est un des futurs candidats. Mais le petit épicéa qui est au milieu, qui fait 5 à 6 mètres de haut, avec tout autour ses accompagnants qui vont l'appuyer, qui vont le faire monter, qui vont faire sécher ses branches basses. Ouais. Et c'est justement ce qu'on cherche. On veut plus de branches dans le bas étage. Voilà, c'est ça qui fait la qualité du bois dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, exactement. Qualité supérieure. Alors cette qualité supérieure, c'est entre 5 et 10% du volume. Et ça suffit à mettre de la plus-value sur le produit bois et puis à satisfaire les acheteurs qui peuvent valoriser cette matière. Donc là, le relais est assuré. Prochaine récolte, dans combien d'années? Dans 8 ans. Dans 8 ans, on revient dans la même surface. On fait la même analyse, le même prélèvement, le même volume, avec le même rendement financier. Voilà. Donc c'est un travail assez minutieux quand même. Vous faites des calculs sur la lumière pour savoir quel arbre va être avantagé, quel arbre va pousser pour prendre le relais. Oui. Donc c'est aussi peut-être, certains diront plus complexe à gérer ou qu'est-ce que t'en penses? Moi je dirais que, de toute façon, le martelage, c'est le résultat d'une analyse sylvicole. Puis cette analyse, elle se fait en un coup d'œil. Donc, il faut des années pour exercer l'œil. On se base sur nos compétences, nos connaissances. Et puis, quand on a les pieds dans l'humus, on fait aussi confiance à notre intuition forestière. Puis finalement, c'est ça qui est beau. Il n'y a rien de plus valorisant que de faire le martelage parce que vous analysez tous les critères en même temps pour arriver à une décision. Donc, oui, ça demande un petit peu plus de connaissances. C'est clair que simplement dire on va raser un secteur de là à là, ça c'est sûr que c'est tout différent. Mais ça s'apprend. Et puis avec l'expérience, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Vous avez des jeunes dans l'équipe, vous transmettez vos savoirs. Oui. Donc on a une équipe forestière où on forme des apprentis forestiers bûcherons. Et puis à l'arrondissement ici, on est l'arrondissement forestier, donc c'est un secteur géographique du canton. Il y en a 4 au canton de Neuchâtel. Le Val de Travers en est un. Et puis on est 4 gardes forestiers. Et puis un ingénieur forestier à la tête de l'arrondissement. Et puis, effectivement, mes collègues, c'est tous des jeunes. Alors, ils ont appris à l'école, ils apprennent dans le terrain. Et puis, on a mis en place maintenant des ateliers d'échange d'expériences sur des peuplements, entre guillemets, à problème. Parce qu'on n'a pas vraiment la structure souhaitée. On a certains peuplements qui sont composés à 80% de hêtres qu'on aimerait convertir. Alors, on se retrouve tous ensemble et puis on analyse. Chacun donne son avis et puis on essaye de s'entraider parce que la sylviculture, faut faire attention, faut pas rester tout seul, surtout quand vous avez des événements climatiques douloureux, des gros coups de vent, des grosses épidémies de bostryche. J'ai des jeunes collègues qui font que de marquer des arbres malades depuis 3 ans et puis ça, moralement, c'est difficile. Et puis on a tendance à plus croire à la sylviculture. On se dit mais c'est la nature qui règle tout, donc qu'est-ce que je fais là? D'accord. Donc il faut maintenir cette foi sylvicole et pour la maintenir, faut entretenir. Donc c'est un travail en commun. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut échanger plus. Et moi j'ai une question là à ce stade, c'est qu'est-ce qui bloque dans la diffusion de ces méthodes douces, de ces méthodes irrégulières? Pourquoi le modèle n'est pas adopté plus généralement, si ça apporte des solutions?
Alors, il y a probablement différents facteurs qui font que on n'y croit pas forcément. On veut un rendement. Le problème aussi, c'est qu'on veut souvent un rendement économique rapide, immédiat, sans trop se préoccuper des 50 années qui suivent derrière. Ça veut dire que, voilà, on pourrait être tenté d'avoir un bénéfice rapide maintenant, donc un prélèvement qui va au-delà de ce qu'on devrait prélever. Et puis derrière, vous avez plus grand-chose. Moi, quand je vois finalement, les acheteurs de forêts importantes, quand c'est les grands groupes pétroliers, banquiers, les assurances, je me dis que c'est pas très sain, quoi, parce que je suis pas sûr qu'ils aient la patience d'attendre 100 ans pour avoir une forêt équilibrée et un écosystème durable. On n'est pas dans le même trend, hein, là. Ouais. On est sur un rythme lent. On est sur un rythme lent. Mais par contre, une fois qu'on a obtenu ça, je veux dire, nous, qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, on récolte pour la commune 15 000 mètres cubes de bois. On récolte pour 1 200 000 à 1 500 000 francs de bois par année. Et toutes les années. Et c'est juste l'accroissement. On vient de boucler les comptes de l'année passée, on fait 450 000 francs de bénéfices. Alors que la majorité des collectivités publiques font du déficit. D'accord. Donc, je veux dire, le modèle, alors bien sûr, on a aussi un peu des aides de subventions, mais on a une vente de bois qui est extrêmement importante. On a la chance, on cherche à avoir beaucoup de bois d'œuvre, hein, c'est ça. Ce bois, paradoxalement, il est vendu en France. C'est ça, mais votre filiale, elle est en France. Elle est en France. Mais la France, pour nous, c'est 30 minutes de camion. Ouais. C'est nos voisins. Donc, il y a un potentiel de transformation du bois en Suisse qui est insuffisant. Et puis, on passe la frontière. Et puis, vous avez des scieries tous les 2 kilomètres. Et il y a un débouché pour ce type de bois de haute qualité. C'est ça. Là, on peut le valoriser. Alors, il y a quelques usines de transformation en Suisse. Il y en a en France. Mais nos amis français, ils nous prennent ce bois de belle qualité. Ils prennent la cime qui est de mauvaise qualité. Ouais. Et puis, ils prennent toutes les qualités. Parfois, certains, ils sont spécialisés dans un type de produit haut de gamme. Justement, cette qualité menuiserie où on fait des carrelets de fenêtres, par exemple. Mais ici, que ça. Puis, ils nous achètent que ça. Puis, le reste, faut se débrouiller de le vendre ailleurs. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Et est-ce qu'il y a une recherche, côté français, si vous vendez là-bas, il y a une recherche d'un bois comme ça, qui a même, pas forcément au niveau des calibres et des types de bois, mais au niveau des pratiques plus vertueuses? Est-ce que vous avez une demande? Est-ce que ça intéresse? Alors, la demande sur le bois de qualité, tu entends? Sur le fait que même vous êtes dans une pratique plus écologique. Est-ce que ils y sont sensibles, les acheteurs? Ils sont sensibles. Ils sont sensibles parce que finalement, ils se rendent bien compte, ils voient ce qui se passe chez eux aussi. Certains, ils sont aussi propriétaires de forêts. Ils achètent quand même du bois en France aussi. Et puis, ils se rendent compte que quand on a des forêts à 80-90% d'épicéa qui subissent ce qu'elles subissent aujourd'hui, ils vont devant de gros problèmes. Alors que ici, on arrive à sortir du bois de qualité en maintenant une forêt stable et productive. Et donc, ils sont sensibles à cette forêt-là. Et j'ai des clients qui essaient d'influencer chez eux pour mettre en place cette forêt jardinière autour de chez eux. Donc, il y a quand même une volonté. On se rend compte que le modèle fonctionne. Après, il faut du courage. Il faut de la volonté, puis dire, OK, on va en transformer. Moi, j'ai des collègues en Suisse, en France, il y en a qui disent, mais on va faire ça. Ouais. En France, il y a des groupements de propriétaires forestiers privés qui travaillent pour mettre en place cette pratique. Il y a une méthode aussi en France, c'est le semi-mélangé à couvert continu. Ça ressemble un petit peu à ce que tu nous présentes ici. Ouais. Non, moi, voilà. On est sur un peu les deux extrêmes. Des fois, ces grands groupes nous font un peu peur. Il y a des films en France qui sont sortis il n'y a pas très longtemps où on voit des situations extrêmes, des forêts du Morvan sous Ferreur ou d'autres forêts c'est ça. Où vraiment on nettoie le sol même aux produits chimiques pour être sûr qu'il n'y ait rien d'autre qui pousse. On arrache vraiment tout, on dessouche même. On dessouche, ouais. Produits chimiques. Ouais. Alors entre cet extrême-là que je connaissais pas, j'ai découvert ça il y a 2-3 ans. Je pensais pas qu'aujourd'hui ça existait encore. Ouais. Et puis le modèle justement beaucoup plus vertueux qui est de la forêt mélangée, on prend les Vosges, on a une quantité de forestiers qui sont complètement acquis à la forêt mélangée et étagée. Donc de ce point de vue-là, j'ai confiance. Il faudrait pas que les autres fassent trop de dégâts en attendant. J'espère que cette tendance s'inverse parce que j'ai pas une énorme confiance aujourd'hui en la direction de l'ONF.
la direction de l'ONF, j'ai un peu peur qu'ils soient sous le joug de ces grands groupes. Puis c'est eux qui dirigent. Je veux dire, d'après ce que j'ai vu dans certains reportages, certains documentaires, je me dis, ben là, c'est un peu dangereux, quoi. Là-bas, j'ai l'impression que la base, tous les forestiers, les ingénieurs forestiers qui travaillent dans un secteur sont conscients de ces choses-là et puis ils travaillent dans le bon sens. Et puis des fois, les directions, on se fait un peu malmener par des idées fausses, quoi. Et des contraintes économiques fortes. Voilà. Alors probablement ils ont leurs raisons, mais je suis pas persuadé que ces raisons vont amener les peuplements à quelque chose de bénéfique, quoi. En tout cas, bénéfique à long terme, hein. Et même si on regarde du point de vue de l'hémisphère sud où on ira, et ben, il y a aussi du travail. Parce que justement, des forêts très anciennes, par exemple des forêts tropicales qui sont maintenant sauvagement assaillies par les exploitants internationaux ou locaux. Ouais. Et là, on va vraiment dans le mauvais sens. Et puis, alors, c'est vrai qu'il faut, je me rendais pas forcément compte non plus, mais ici, la forêt, on a une loi forestière, la première loi forestière cantonale, c'est la plus vieille de Suisse. Après, on a la loi forestière fédérale de 1902, donc ça fait quand même 120 ans qu'on a une loi forestière, qui est très stricte. Et puis, qui garantit, on peut pas enlever 1 mètre carré de forêt. Un défrichement doit faire l'objet de demandes, de surface de compensation, enfin, etc. Je connais pas un autre type de nature qui soit autant protégé que la forêt. En Suisse? En Suisse. Je veux dire, on construit, maintenant c'est réglementé, enfin, il y a longtemps que ça l'est, mais je veux dire, on construit des usines parce qu'on doit être dans un phénomène de croissance. À côté de l'usine, on construit un parking qui est 3 fois plus grand que l'usine, puis on supprime des terres agricoles. Alors, pourquoi pas? Mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut en termes de priorité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec la forêt. On peut pas défricher pour mettre une usine, pour mettre des parkings, des choses comme ça. Puis heureusement qu'il y a cette forme de protection. Pour moi, c'est un petit peu important. Là, on a des souches. C'est le même. Comment vous appelez ça? La division. Division. C'est la même division. Ça, c'est la même division. Alors, voilà. Souches, voilà. Celui-là qui a été prélevé ici. Voilà. Et là, des souches très anciennes, donc prélevées il y a vraiment longtemps. Voilà. Un très gros arbre. Ouais. Ici, pareil. Une plus fraîche au fond derrière. Là, pareil. Donc ça aussi, pendant le martelage, moi j'observe toujours le peuplement évidemment, mais j'observe toujours l'environnement. Puis on voit les souches qui ont été prélevées, puis on se dit tiens, là ils ont voulu favoriser celui-là ou celui-là. Est-ce qu'on confirme cette intention? Oui, et on continue de travailler dans ce sens. Donc on arrive à reconstituer le film des 50-60 dernières années sans problème. Ces développements de chauffage à distance, plaquettes de bois à couvert, on a aujourd'hui 110 bâtiments raccordés. Ouais. Et ça nous permet de valoriser les cimes entières avec les branches. Vous voyez qu'il y a les branches qui sont encore à pondu. Ici aussi. Donc la cime, la partie haute d'un arbre. Voilà, qu'on appelle aussi au pied. Et puis, vous voyez que le bûcheron, il a donné un coup de tronçonneuse. La grosse partie du bois, elle a été prélevée pour vendre dans une série. Et puis celle-là, elle sera déchiquetée ici sur place, mise dans un camion benne, et basculée dans le silo. Et là, c'est un débouché pour nous qui est aujourd'hui vraiment très très intéressant. Ça, c'est du bois énergie, c'est ça? Ouais, c'est le bois énergie, exactement. Il est valorisé comment? Ils le mettent une fois qu'il est découpé, en plaquettes de bois. Plaquettes de bois. Ouais, c'est ça. Et combustion derrière. Oui, donc nous on est payé en fait la forêt, on est payé à la calorie. On a 5 centimes de la calorie du kilowattheure en fait. 5 centimes du kilowattheure, puis ça représente pour l'hiver, on a. Ouais, ça me fait pas tout à fait une journée de chauffage. Pour quelle surface? Alors ça représente 110 gros bâtiments quoi. D'accord. Donc depuis octobre à mars, quand il fait très froid, il faut une centaine de mètres cubes, 100 à 120 mètres cubes de plaquettes par jour. D'accord. Donc ça fait 3 camions, 4 camions. Alors moi je suis très satisfait parce que j'ai connu l'époque où le bois d'industrie avait perdu beaucoup de valeur. Ces cimes, on les exploitait plus. Le tracteur, il poussait tous ces bois en bas le chemin.
Alors j'étais persuadé qu'un jour, on arrivera à le valoriser. Ah, Et depuis 2013, d'accord. on a ce chauffage à distance. Au début, on brûlait 4000 m3 de plaquettes. Aujourd'hui, on est à 15 000. Ça fait une valorisation de sous-produits qui est extrêmement intéressante. Et puis une recette financière qui est pas négligeable. Mmh. Voilà. Alors je voulais vous montrer cette forêt un peu particulière. Alors là aussi, peut-être, je vous laisse juste apprécier la différence ou les différences qu'on peut constater entre cette forêt finalement qui est assez clairiérée, hein, la forêt jardinée. Vous avez vu que les grands arbres sont tous individualisés, très jeunes. Quand ils sont individualisés, ils ont l'habitude d'être balancés par tous les vents. Ils développent un système racinaire très fort, très puissant. Et puis ici, eh ben, c'est différent. Ouais. Donc ici, tous les arbres sont matures, enfin, sont âgés. Ouais. Ils ont quel âge, donc, ceux-là? Ouais, ils ont aussi un comme ça, il peut avoir, je pense, 150, 180 ans, quoi. Voilà. Mais au sol, on est complètement dégagé. Voilà. Donc il n'y a pas de... Ça pousse plus. Donc on voit quelques épicéas qui ont essayé de pousser, mais qui ont séché. On en voit plus loin là-bas ou là-bas. Les petits qui vivotent ou qui crevotent. Ça dépend. Le sol qui est capable de tenir en sous-bois, c'est lui. Le hêtre. Donc Le il attend son tour. Il attend son tour. Et il vit. Il va pas mourir, lui. C'est impressionnant. Vous regardez cette espèce d'étage moyen, là. Eh ben, il y a que le hêtre qui tient. Donc, cette forêt, elle était exploitée jusqu'en 1962, exactement de la même manière que l'autre forêt. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais en 1962, le propriétaire a décidé de ne plus rien faire. Et ça fait donc 62 ans qu'il n'y a plus eu de coupe de bois. Mais on connaît le volume prélevé aussi par rapport à la surface en 1962 et la coupe d'avant, parce qu'on a des fiches pour les propriétaires privés. D'accord. Et on sait exactement le volume qui a été prélevé. Et on sait que, en fonction de ça, cette forêt était jardinée. Mais en 60 ans, elle s'est fermée, totalement. Si vous regardez le couvert, ben, les houppiers, ça fait peur, hein. Ils sont peu vigoureux, ils sont petits, ils sont étriqués. Et on pourrait penser que cette forêt, elle va décrépir, elle va sécher. D'accord. Donc beaucoup moins de... Au final, même sans intervention humaine, là, on est sur quelque chose où on retrouve moins de diversité. Ouais. Donc même d'un point de vue écologique, moins intéressant. C'est moins intéressant. Alors c'est vrai qu'on met des parties de forêt en réserve pour 50 ans. Moi, je trouve que sur 50 ans, on voit pas grand-chose. Le résultat, vous voyez, cette forêt, ça fait 60 ans. Je pense que cette forêt, avec un peu de bois mort sur pied, du bois mort au sol, elle est vraisemblablement plus riche en écosystème que celle-ci. Ça a l'air, ouais. Il faudrait plus longtemps. Puis maintenant, on commence gentiment d'être dans une phase de décrépitude parce qu'on s'est permis en cachette de faire l'inventaire forestier parce qu'on voulait savoir le matériau sur pied qu'il y a. On a averti le propriétaire bien plus tard. On a déjà fait 3 inventaires. Et puis on voit entre 2 inventaires que certains arbres ont séché. D'accord. Donc il commence d'y avoir une mortalité locale par individu. Ça pourrait arriver par grande surface. Parce que c'est la même essence, presque la même essence. Il peut y avoir un très grand coup de vent qui met tout à mal. Pour le moment, ça tient. Donc là, c'est super intéressant parce qu'on est dans un cas où la relation entre l'homme, la nature est presque à bénéfice mutuel. Et en plus, on produit. En plus, on produit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir, là, je vous parle de 330 m3 par hectare de volume sur pied. Et puis ici, on a 1000. On a 3 fois plus de volume dans cette forêt. Simplement, on n'a rien prélevé, hein. Et chaque année, elle produit du bois. Pendant 60 ans, tous les étés, il y a eu un accroissement. Donc, c'est assez intéressant de se rendre compte à quelle vitesse une forêt peut se refermer. Et puis, quand on vient avec les étudiants, puisque tous les étudiants de Suisse en foresterie passent en exercice dans les forêts de Couvet, on leur demande, si on veut retrouver cette image, cette sylviculture, comment est-ce qu'on fait et en combien de temps on arriverait à retrouver la structure. Et c'est ça qui est intéressant. Plein de questions ouvertes. Ouais. Si on voulait retrouver cette forêt, il faut chercher des éléments stabilisateurs tels que celui-là, qui est un peu gros, bien enraciné, un houppier le plus régulier possible, une couronne régulière, et puis enlever de temps en temps à gauche à droite 1 ou 2 arbres qui sont vraiment instables, étriqués, et des opérations faibles, mais répétées.
Moi, je viendrai tous les 5 ans pendant 20 ans. Et puis comme ça, la première opération, c'est la plus difficile, la plus délicate, parce que si vous avez un coup de vent derrière, ça peut compliquer les choses. Mais si ça tient et puis que ça passe 1 année, 2 ans, 3 ans, eh ben c'est gagné. Puis petit à petit, on arrivera à reconstituer, en ayant quelques puits de lumière pour la régénération. Mais évidemment qu'il faut, si on veut vraiment retrouver cette structure identique à ce qu'on a à côté, c'est 100 ans, quoi. Il n'y a pas de miracle, hein. Et le semis se fera avec les arbres les plus âgés. Ouais. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr, il faut une très longue période pour retrouver l'image type. Mais entre deux, si vous commencez aujourd'hui de convertir cette futaie régulière en futaie irrégulière, en 20 ans, vous voyez un changement monumental. Parce que vous allez voir apparaître des cônes de rajeunissement, on va voir de la lumière qui va rentrer dans cette forêt, on va faire des prélèvements, et c'est des phénomènes qui sont extrêmement intéressants. Donc si on était dans un autre contexte, personnellement, je me lancerais sans hésiter dans une conversion. On a en Suisse, en France aussi, je pense qu'on appelle les martelloscopes. Je sais pas si vous connaissez. Je connais pas. C'est 1 hectare de forêt. Ouais. On va retourner par là. C'est 1 hectare de forêt sur lequel on a numéroté tous les arbres. Ok. Et puis les étudiants font, ou nous, les professionnels, quand on se déplace dans certaines surfaces, on reçoit l'application, le modèle, on a tous les arbres numérotés, puis on fait le martelage fictif. Puis comme ça, on dit, ben voilà, je prends le sapin 252, etc., etc. Pendant 1 heure, on fait l'exercice, puis après on met ça dans un... Là, on voit un gros épicier à café de la place, là. Et on voit le puits de lumière. Ouais, on voit le puits, hein. Ouais. Et puis après, on met ça dans une application, puis ça nous donne le volume qu'on a prélevé, si on a trop prélevé ou pas assez, dans quel type d'essence, quel diamètre. Et puis, on discute ensemble, on échange pour essayer d'affiner nos connaissances. Donc là, on a 2 martelloscopes. J'en ai un plus bas, puis un où on a vu les premières images que vous avez filmées. C'est aussi un martelloscope. D'accord. Et là, les étudiants viennent faire l'exercice du martelage. Le plus grand sapin blanc, il est quand même ici. Donc c'est le plus grand sapin blanc de quoi? De Suisse? De Suisse, ouais. D'Europe? 2e d'Europe. D'accord. Il est où l'autre? Au Monténégro. Il existe un registre sous lequel on trouve des arbres grands, gros, remarquables, etc. Il y a 40 000 arbres recensés. Et puis, on trouve plein de renseignements assez intéressants, là. Ah oui, c'est chouette. C'est sur quoi? C'est en libre accès? Oui, c'est en libre accès. J'ai le lien, mais je peux te l'envoyer si tu veux. Ah ouais, ça m'intéresse. Carrément. Donc 58 mètres. Il a quel âge? C'est le sapin président? C'est le sapin président. Sapin blanc. Il est estimé à 280 ans. On a pu déduire ça, on verra tout à l'heure, parce qu'il y a une souche, un arbre à côté de lui qui a été abattu en 1964 et qui a fait l'objet d'analyse de CERN. D'accord. Puis avec ces chiffres, ça nous a permis d'extrapoler sur le sapin président. Les 58 mètres, c'est sûr, parce que on fait tous les à peu près 2 à 3 ans ce qu'on appelle les vols lidar, avec un avion qui est bourré de matériel. Ouais. Il envoie des lasers au sol et à la cime des arbres. Et le temps que fait le laser pour partir, remonter, calcule la hauteur des arbres avec un degré de précision de 10 cm. Donc tout le canton de Neuchâtel est cartographié de cette manière-là. Et là, c'est vrai qu'on voit la cime qui est complètement, il dépasse complètement du reste de la forêt. Ah ouais. Alors qu'en plus, là, on est dans la descente. Non, c'est magique, hein. Donc celui-là, c'est quoi son avenir? Vous le laissez Alors on va le laisser, on verra ce qu'il devient. On espère qu'il n'ait pas trop de soucis, parce que parfois c'est un peu des paratonnerres, hein. Il risque de prendre la foudre. Après tomber, je pense pas, parce qu'il a un système racinaire qui est tellement développé que puis il a traversé toutes les tempêtes depuis bientôt 300 ans. Donc j'ai assez confiance en lui, je dirais. Ah, et c'est là qu'on se rend compte de son envergure. Voilà, quand on s'en approche, on voit le diamètre. Vous voyez le vice-président qui est là en attente, qui est pas mal aussi, hein. C'est le futur. Le futur. Il attend patiemment son tour. Il est un peu plus court. Il a une couronne extrêmement vigoureuse. Celui-là, on voit que ça devient gentiment un petit vieillard.
Petit, c'est pas le bon terme. Hein, Comment on voit son vieillissement? il paraît un peu échevelé comme ça. Ses branches un peu hirsutes. Mais là, il a fait des beaux bourgeons cette année. Il est vraiment en pas trop mauvaise santé. Vraiment énorme. Diamètre d'1,50 m en 2020. Il pousse encore de quelques millimètres par année en diamètre et quelques centimètres en hauteur, puisqu'on a pu comparer les deux vols lidar. Et on voit qu'il pousse en tout cas une vingtaine de centimètres en hauteur par année. Donc c'est vrai que les racines ont l'air bien solides. Hein. Ouais, alors on peut imaginer ce système racinaire qui descend évidemment à plusieurs mètres de profond. C'est aussi pour ça que lui, les canicules, je vais pas dire il s'en fout, mais il peut aller chercher des réserves d'eau tellement profondes dans le sol. Et puis après, ben, ils ont quand même la capacité, les arbres ou les végétaux, de se mettre un peu en stand-by. Quand il y a moins d'apport d'eau, on voit qu'ils sont un petit peu... ils sont même capables de faire des descentes de sève en plein été. Hein. Alors c'est celui-là qui a été coupé en 1964, qui a fait l'objet d'analyses de serre, donc ça fait 60 ans. Hein. Alors celui-là, on sait exactement, il faisait 25 mètres cubes, celui-là, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure, qui faisait 2 mètres cubes et demi à 110 ans et 25 mètres cubes à 220 ans. Et puis 25 mètres cubes de produits, il a donné. Donc et puis il avait 220 ans, là on a bientôt à 300. Celui-là, on l'estime à 30 mètres cubes, mais il fait plus quoi, il fait plus que 30 mètres cubes. Ça dépasse la capacité d'un camion de bois. Alors moi, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est chaque année, il y a des semis qui poussent hein, ici sur la souche. Ben, ça, c'est quand même déjà des arbres de 2 ans. Ici, on voit voilà, une année, et puis il vient de faire 7 pouces, il est en train de faire 7 pouces ici, il a 2 ans aussi celui-là. Et voilà, ça c'est un semis de l'année. Il a germé cette année. Alors je dis toujours, comment est-ce qu'on fait pour passer de ça à ça, sans rien faire? C'est fou. C'est hallucinant. C'est naturel. C'est absolument hallucinant. C'est une cathédrale, hein, je veux dire, c'est des monuments. On a l'impression qu'ils ont toujours été là, puis il y a 300 ans, ben il était comme ça. Et il a poussé. Ça, c'est la magie de la nature. Hein. C'est vraiment merveilleux, quoi. Très beau, très très beau. Et donc là, on les laisse tranquilles, en espérant qu'ils prennent la place. Ouais. Ils ont de l'avenir. Ils ont de l'avenir. En plus, ça lui fait une belle réserve de carbone pour repartir. Après, justement, la majorité de ces petits sapins, là, ils sèchent parce que quand on a ces canicules, là, tout devient très sec. Puis comme ils ont une toute petite racine, enfin de quelques centimètres, il n'y a pas d'eau en dessous. Il n'y a pas de réserve dessous, quoi. C'est pour ça qu'ils tiennent pas forcément. Mais... Ah, un petit insecte. Et une cétoine en dessous. On va laisser tranquille. Ouais. Ça grouille de vie, hein, s'ils souchent. Ouais, donc c'est ça l'importance aussi de laisser les souches absolument. Ça restitue déjà tout le réseau racinaire là, va renourrir le sol. Et puis dans tout le cycle de la décomposition de la souche avec le balai d'insectes qu'on peut trouver, qui enrichit la biodiversité finalement. Hein. Mais effectivement, après l'humus, il enrichit le sol. Alors c'est justement cet exemple de production exponentielle qui est très important de discuter avec les gens, avec les étudiants, parce que ouais, c'est là qu'on produit du bois, quoi. Vous imaginez la surface de production en termes de mètres carrés de production. C'est sur 58 mètres de haut. Si on déploie tout le pourtour de l'arbre, je veux dire, c'est juste absolument énorme, quoi. Ouais, sur une très très petite surface au sol. Bon, après il y a le réseau racinaire, mais là sur une très petite surface, après une quantité de bois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc finalement, dans une forêt jardinée, on n'a pas besoin d'en avoir 50 à l'hectare, hein, des grands arbres. Je veux dire, la production, elle est là. Tout le reste, c'est la forêt en devenir, c'est la forêt qui accompagne, c'est ça, quoi. Donc ça sème quand même pas mal. Moi, mon but finalement, c'est de chaque visiteur qui vient, c'est d'essayer de faire une petite piqûre de forêt jardinée, forêt irrégulière, pour que ça laisse une petite graine, quoi, que ça laisse quelque chose. Alors, qu'est-ce que les gens font? Je ne sais pas. On va essayer de piquer tous les gens qui regardent.
Ouais, ça serait bien. Ma dernière question, est-ce que les arbres vont nous sauver? Alors j'aurais tendance à dire que oui, parce que la résilience de la forêt est tellement forte que oui, on en a clairement besoin. C'est vital pour l'homme. L'homme n'est pas vital pour la forêt. Mais on en a tellement besoin et elle est tellement forte, elle est tellement justement résiliente que elle nous apportera toujours ce qu'on a besoin, peut-être sous une autre forme. Encore faut-il qu'on prenne conscience de la préserver. On n'a pas besoin d'être complètement attentionné parce que la forêt, elle vit sous différentes formes, elle est là, elle nous apporte son lot d'éléments bénéfiques. Mais quand même, je pense qu'il faut d'abord la soigner, il faut commencer par l'aimer. Biolay disait il faut aimer la forêt, il faut la respecter. C'est des mots tout simples, tout évidents, mais finalement, avec ça comme base, on ira probablement loin. Claude-André Montandon, merci beaucoup. Merci à vous.